Matt Goudjanou, bonjour. Oui, bonjour Marie Agua, bonjour à tous les amis téléspectateurs et internautes, à tous les auditeurs de la 102.3. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. D'abord, d'entrée de jeu, je sais que vous n'avez pas eu l'occasion de vous prononcer sur ce plateau par rapport donc, à cette douleur qui étreint le personnel du groupe de presse, mais également tous les hommes des médias au Bénin, le départ de notre cher regretté Peggy Ludovic Dagba, précédemment rédacteur en chef du groupe de presse. Je vous laisse la parole. Bon, c'est vrai que c'est un événement surprenant, comme la mort d'ailleurs, qui prend généralement sans prévenir, et c'est touchant, surtout quand c'est une personne avec qui vous avez l'habitude de faire beaucoup de choses, une personne que vous avez l'habitude de côtoyer, et sans des signes très précurseurs, annonçant peut-être qu'il était, en tout cas, vers ces derniers jours, et que du jour au lendemain, c'est par un AVC, après une hospitalisation, et puis tout ce qui a suivi avant son décès. C'est vraiment déplorable parce que la personne qui nous a quittés est d'une qualité remarquable, parce qu'il a pu donner son empreinte au niveau de l'univers médiatique du Bénin. Il n'avait plus rien à prouver. C'est vrai que sa mort est très précoce et ça touche plus d'un. Mes condoléances d'abord à sa femme et ses enfants, parce que ce sont les premiers à être touchés d'abord. Parce que c'est eux qui vivent tous les jours avec lui, tous les martyrs avec lui, qui le connaissent mieux que nous-mêmes, ses collègues, parfois. Et donc, les personnes les plus affectées, ce sont eux. C'est vrai qu'au début, il y aura quelques soutiens, mais généralement, c'est que ça ne va pas forcément au bout. Et donc, ils seront seuls en tant que veuves et en tant qu'orphelins et orphelines, peut-être. Donc, du courage à eux, du courage à tous les collègues et à tous ceux qui ont pu faire le témoignage hier de la personnalité qu'il était. J'ai suivi avec et moi les hommages hier parce que je n'ai pas voulu venir hier sur le plateau parce que je savais qu'il y aurait beaucoup de larmes, beaucoup de peine et c'était vraiment touchant. Et même depuis la maison, je vous rappelle que le jour où j'ai appris le décès, j'allais au sport matinal, tel que vous le savez, le dimanche matin, 7h. Oui. J'avais quitté la maison déjà à 6h30 par là. J'arrivais au terrain à peine quand j'ai eu le coup. J'étais avec Tanguy Agoï. J'ai dit, Tanguy, Peggy nous a lâchés. J'ai dit, c'est grave. Donc, du coup, on n'a même plus joué. On a passé notre temps à parler un peu, à se rappeler, mais qu'est-ce qui s'est passé, tout ça, avant de se quitter. Donc, le pouvoir jouer, c'était presque impossible pour moi. Quelque temps, je me suis retiré parce que c'était dur. Parce qu'il avait encore beaucoup de temps à passer. Il était encore plein de vie. Les derniers souvenirs avec lui, c'était au Vodun Days. Au Vodun Days, j'étais avec lui. Oui. Tout le temps, oui, à Ouida. Avec Clémence Tonoucoin. On avait passé, avec d'autres collègues, journalistes également, tous les jours des Vodun Days, on était ensemble. C'était de bons moments qu'on avait vécu. C'était sans savoir que quelques mois après... Vraiment. Que Dieu l'accueille. On n'a pas de mots devant la mort. On ne peut rien. On ne peut rien. C'est Dieu qui décide. Cette nouvelle a tétanisé beaucoup de gens, que ce soit au Bénin, à l'international. Ce fut un dimanche, je vais dire, gâté pour beaucoup de gens, puisque à l'annonce de cette nouvelle, beaucoup n'ont pas eu la force d'exécuter leur programme. Voilà, ça revient. Merci à tous ceux qui ne cessent de nous présenter leurs condoléances. Voilà, merci à tous ceux-là. Laurent Volantanikès, bonjour. Maurice Agua, bonjour. Marc Goudjanou, bonjour. Oui, bonjour Laurent. Téléspectateurs, auditeurs et internautes, bonjour. Alors, nous allons y aller. On va parler de ce projet de nouvelle gare routière à Ouiko 1. Vie quotidienne dans un milieu désormais menacé, alors que ces fraternités qui en parlent, alors que
le quotidien La Nouvelle Tribune nous informe qu'une décision a été prise par la Cour suprême et que donc le quotidien espère que Patrice Talon ne laissera pas la mairie de Cotonou discréditer l'état de droit. Le quotidien s'interroge sur la question. Voilà une situation. Laurent Roland-Tonneikes, Magodjanou, une situation quand même qui fait réfléchir. Et c'est par exemple le cas du domaine de l'université de Calavi, déclaré d'utilité publique depuis les années 70, mais aujourd'hui qui a été occupé par des gens et on aurait pu faire la procédure et arracher toutes ces terres. On est face à une situation quand même qui met en difficulté les populations. Oui, c'est vraiment une situation qui met en difficulté les riverains, ceux qui habitent dans cette zone-là, parce qu'il faut reconnaître d'abord que qui parle de Ouihor, on sait que c'est au cœur de Cotonou. Au cœur de Cotonou. Des gens se sont installés là depuis des années, d'accord, depuis des années. Et vous savez, le fait de vivre ensemble, ça crée des liens, d'accord. Et ces gens ont partagé beaucoup de liens pendant toutes ces années. Il y a eu beaucoup d'activités qui ont été implantées, qui sont peut-être des activités de génération en génération, d'accord, que les pères ont laissé à leurs enfants, que les enfants ont laissé peut-être aux petits-fils. Et donc, plusieurs activités commerciales se mènent dans cette zone, mis à part les maisons, parce qu'on parle de plus de 200 maisons. Vous imaginez l'impact social que cela peut avoir sur les populations. Parce que lorsque moi de façon très humaine, d'accord, lorsque moi j'ai appris l'histoire, je dis, mais c'est pour construire quoi? On me parle d'une gare routière. C'est vrai que dans l'aménagement du territoire, on a besoin de ces infrastructures-là pour quand même essayer de permettre la meilleure circulation, d'accord, des voitures et puis du transport également. Mais est-ce qu'il faut forcément choisir démolir plus de 200 maisons pour pouvoir installer une gare routière? 264 maisons pour être plus précise. Et donc, ça pose un problème social, forcément. Parce que il faut, même si on va dédommager ces gens-là, même en les dédommageant avec l'argent qu'ils ont pu investir, une chose est sûre, c'est qu'on ne pourra pas couvrir tous les investissements qu'ils ont eu à faire sur leur maison pendant toutes ces années-là. Et quand ils vont quitter là, ils vont aller s'installer où? Est-ce qu'il y a un programme qui permet quand même de pouvoir faire leur réinstallation de façon très adéquate? Et aussi, lorsque vous voyez la position de la zone de Ouihor, où est-ce qu'on pourra aller vous installer à Cotonou aujourd'hui qui pourra compenser l'installation que vous avez faite? J'ai eu, par exemple, le témoignage d'un directeur d'école, par exemple, qui est dans le cas? Qui est dans le cas, qui pendant tout ce temps, il a installé son école là, par exemple, et il est concerné par la zone, par exemple. Lorsqu'il va déplacer son école, quel impact ça aura, par exemple, sur ses finances? Alors que peut-être, il a eu peut-être à faire des prêts, il a eu peut-être à beaucoup de charges à couvrir, et c'est en faisant une estimation, par exemple, sur une longue période, et que du coup, on décide, par exemple, de tout remettre en cause. Vous verrez souvent dans ces cas d'expropriation, on en a assisté également hein, au niveau du... je veux parler du grand marché qui est à Calavi ici, mais néanmoins, cette zone... Marché de gros, mais néanmoins, la différence est que cette zone n'était pas si habitée. Ce n'était pas une zone si habitée. Donc, les quelques maisons qu'on avait eu peut-être à casser, ce n'était pas un nombre très important. C'était beaucoup plus des parcelles qui avaient beaucoup plus été expropriées. Mais quand on parle de zone de Ouihor, par exemple, il faut vraiment voir l'impact social. Est-ce que c'est vraiment nécessaire pour l'installation d'une gare routière? Ou bien, même s'il faille le faire, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver également d'autres zones, d'accord, pour pouvoir faire l'installation? En quittant Ouihor, par exemple, vous allez vers Fidjourosset, par exemple. On a vu tout le projet qui est en train d'être fait à Fidjourosset. Et il y a assez d'espace là-bas. Pourquoi ne pas installer également la gare routière vers cette zone-là? On vous dira que c'est... Et donc, c'est dit qu'il y a, par exemple, même si c'est en périphérie, là, à Ouihor, par exemple, au cœur de la ville, par exemple,
pourquoi avoir choisi également cette zone? Et donc, il y a également des zones, par exemple, qui ne sont pas totalement, qui ne sont pas si occupées, d'accord, en densité humaine, par exemple, où on pourrait quand même essayer de voir, est-ce que ce ne serait pas mieux de pouvoir faire une réorientation de ce projet-là vers cette zone-là. Mais de toutes les façons, je pense que c'est la mairie de Cotonou, puisque ce n'est pas l'État central qui a décidé de cela, c'est la mairie de Cotonou. Et donc, j'espère qu'ils vont mieux réfléchir et que le chef de l'État, le président Patrice Talon, pourra également, avec certains cadres, par exemple, des ministères qui sont concernés, réfléchir sur la question pour voir comment est-ce qu'on pourra aborder la question pour ne pas mettre beaucoup de gens dans la détresse, alors que l'accompagnement nécessaire n'y sera pas. On sait, quand on parle de dédommagement, lorsqu'on parle d'indemnisation, on sait comment ça se passe. Parfois, ça n'atteint pas, le montant que vous recevez n'atteint même pas peut-être le tiers de ce que vous avez investi pendant tous ces temps, pendant toutes ces années-là. Et y compris l'impact social, par exemple, les gens que vous avez côtoyés pendant des années, avec qui vous avez un brassage. Lorsqu'on vous délocalise comme ça, tout le monde s'épapille. Tout le monde s'épapille et ça pose également un problème d'intégration. Et donc, c'est une question à mûrir. Et lorsque la tribune de la capitale parle d'une décision de la Cour suprême, c'est vrai que je ne sais pas quelle décision la Cour suprême a prise par rapport à cette affaire-là, ou bien est-ce qu'il y a une jurisprudence en la matière peut-être qui permet quand même au chef de l'État de pouvoir se prononcer dessus pour pouvoir essayer de trouver une meilleure solution à ce. Est-ce que forcément on a besoin, comme c'est une zone concentrée et qu'on parle on parle de 264 maisons, est-ce qu'on a besoin d'exploiter tout cet hectare-là, tous ces hectares-là pour pouvoir faire l'installation de la gare routière? Ou bien est-ce qu'on peut prendre seulement une partie, d'accord, et laisser l'autre partie, quitte à installer également cette gare routière-là dans une autre zone, par exemple, de façon pour pouvoir délocaliser, pour qu'on puisse savoir que, bon, mis à part le fait d'installer sur toute cette superficie-là, on pourrait peut-être réduire la superficie afin de pouvoir étendre la délocalisation sur d'autres zones également pour pouvoir permettre la fluidité au niveau des circulations, au niveau des transports routiers. Donc, je pense que à chaque acteur, on va réfléchir, ils vont réfléchir à cette question-là pour voir l'impact que ça aura. Si l'impact social est très grave, c'est mieux d'y réfléchir et de trouver une autre approche. Laurent Roland-Tonnerre-Ikes, 264 maisons à démolir ou habitations à démolir. Si on prend en moyenne 5 personnes par maison, ça va nous faire rapidement 1220 personnes à déloger. Et ce n'est pas petit. Faut-il voir cela, ou du moins il faut appliquer la loi, ce que dit la loi, voilà, ce domaine est déclaré d'utilité publique, donc on a le droit de casser, on ne veut rien entendre. Est-ce que c'est bon pour les citoyens? Moi, je ne sais pas quels sont les fondements des projets d'urbanisation ou de développement de nos autorités, que ce soit étatiques ou locales, parce que vous gouvernez et vous développez pour les humains. Dès lors que vous dégagez des humains pour en faire une gare routière pour les véhicules, je pose la question de savoir lequel il faut préserver. Il faut préserver l'intégrité des hommes. Et malheureusement, on constate que parfois, ce qui m'écoeure dans cette affaire, c'est le maire de la ville de Cotonou, Luc Atropo. Quand il a voulu construire la gare routière de Boïkan, il ne l'a pas construite en plein cœur de Boïkan. Parce qu'il savait que pour le faire en plein cœur de Boïkan, il fallait casser les gens. Il l'a fait en périphérie. C'est juste après que vous voyez la gare routière de, comment vous appelez, de Boïkan. À Zobodomé, vous rentrez, vous avez la gare routière au bord de la voie, en périphérie. Mais il n'a pas de périphérie ici. Non, mais c'est Cotonou finit à Zobodomé. Oui, non. Il n'y a plus de terre. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire... Non, je ne veux même pas... Mais ce que je veux dire, c'est que il faut que les gens comprennent que les humains, c'est très important. C'est capital. Le capital humain est à préserver. Quand vous délogez les gens comme ça et que vous voulez faire une gare routière, et on sait très bien que Marc l'a soulevé, le dédommagement n'est jamais égal à ce que vous avez investi. Par le passé, les gens avaient la chance d'avoir des dédommagements qui couvraient les charges.
Mais on sait très bien que depuis 2016, tous les grands travaux, quand on déloge les gens et qu'on dédommage, ce n'est jamais, quand on dédommage les gens, ce n'est jamais véritablement, même pas la moitié parfois. Et il a parlé même du tiers. Et je crois qu'il faut se poser des questions. Et il a donné l'exemple du site où on a fait le grand marché, le marché de Gros d'Akasato. Écoutez, moi j'ai discuté avec des gens de la zone. Jusqu'à aujourd'hui, les gens sont encore, il y a des gens qui sont encore en attente d'avoir une suite favorable à leur dossier. Alors, écoutez, il dit que beaucoup de personnes n'ont pas construit là-bas. Mais évidemment, les terres ont eu un coût. Mais combien on l'a payé? Ceux qui ont été payés, là, ils ont pris combien? On a encore en mémoire le souvenir de Glodibé, 115 francs le mètre carré. Alors, à Cotonou, là, quand vous prenez autant de domaines, autant de parcelles, pour dire vous voulez faire une gare routière. Alors, écoutez, les gares routières qui existaient là, pourquoi ils ne peuvent pas aller arranger ça? Le grand marché, le grand domaine de marché d'Antokpa, qui vous souvenez, il y a quelque part où il y a une gare là. Bien sûr. Où bien les gens sûr, qui est vide jusqu'à ce jour. Pourquoi on ne peut pas aménager ça pour le moment et réfléchir autrement? Et il faut maintenant dégager des Béninois qui sont là depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et puis après, on dit que oui. Et, écoutez, même si c'était un domaine public, dès lors qu'avec le temps, l'État a été complice au point où des terres ont été cédées à des Béninois, et les gens sont installés là-dessus. Je dirais que l'État a été lassiste. Oui, donc l'État étant une continuité, vous assumez. Si c'était eux qui avaient leur maison là, et qu'ils n'étaient pas en position de force, qu'on devait les dégager, est-ce qu'ils seront d'accord? Quel serait leur état d'âme? Moi, je voudrais que les gens, parfois, à un moment donné, se mettent à la place des citoyens. Alors, maintenant, a-t-on besoin d'autant de superficie pour faire une gare routière? Ou bien il y a quelque chose qu'on nous cache? Et pourquoi maintenant? Le métal ne m'intéresse même plus. D'accord. A-t-on besoin d'une grande superficie pour faire une gare routière? Attendez, c'est un jet privé qui veut atterrir là, ou bien c'est un Boeing 700, je ne sais quoi, qui veut atterrir là régulièrement? Moi, je me pose la question. Si ce n'est qu'une gare routière dont vous parlez, des transports terrestres, encore qu'on n'a pas le métro, pourquoi on dit que c'est le métro qui doit passer par là? Alors, a-t-on besoin d'une si grande superficie? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'en dehors de la gare routière, il y a un autre projet? Qu'on nous dise clairement les choses. Parce qu'il ne faut pas qu'on nous parle de gare routière et qu'après on dise que bon, et on a déjà cassé les gens et que maintenant le domaine là, il y a une partie qui va servir à telle activité. Non. Non. Pour une gare routière, moi je pense que, écoutez, on a besoin de superficie, d'accord, mais pas pour autant. En tout cas, à mon avis. Hein. Même la gare routière de Boycon, où j'ai été là-bas plusieurs fois prendre taxi hein, quand même, quand je revois un peu. On va me dire que c'est parce que c'est Cotonou, que c'est une ville c'est de la métropole et que participe. Non, mais pour autant, que les gens se mettent à la place des citoyens, réfléchissent pour dire urbanisation, développement, d'accord, mais le capital humain d'abord. C'est très important. On va dégager les gens maintenant. On va leur donner. Écoutez, aujourd'hui, les terres coûtent davantage cher. Imaginez qu'on donne 3 millions ou 5 millions à quelqu'un à Cotonou aujourd'hui pour son domaine. Et qu'on vous dise qu'on doit casser sa maison. À Calavilla, quand vous venez à Calavilla, vous pouvez trouver encore parcelle à Calavilla à 5 millions. C'est pas possible. Si vous devez trouver parcelle 5 millions construit là, il faut aller vers chez moi là-bas. Là. Même à Lada aussi, là-bas, c'est pas encore si facile. Il faut dépasser, aller vers Rego et Renville là-bas pour trouver peut-être une parcelle de 2 millions ou 1 million 700 et faire vraiment économie sur soi pour construire. Et moi, depuis qu'il y avait une grille tarifaire qui avait été fixée par le ministère des Finances, où on a donné une estimation des prix des parcelles à Cotonou, j'avais déjà vu le danger venir. Ah oui? Oui, mais il y avait une grille qui avait été publiée il y a quelques années en arrière, pour dire les parcelles à Cotonou, 5 mètres carrés, voilà ce que c'est, 1 mètre carré, voilà ce que ça peut coûter dans telle zone, dans telle zone. Du coup, on vous confronte à ça. Vous n'avez pas de débat. Il n'y a pas de ma parcelle peut coûter 100 millions à Cotonou. On vous sort cette grille-là, prévue par le ministère des Finances, pour dire voilà le prix auquel on doit acheter votre parcelle. Et puisqu'on parle de dédommagement, ce n'est pas évident qu'on vous donne le juste montant. Exactement. Donc, il y a tellement de choses à faire. Et je crois que nos gouvernants doivent pouvoir quand même nous aider. Nous aider. On nous a dit dans ce pays qu'on va aménager les artères de nos voies. On a cassé les bonnes dames. On a fait tout ça, d'accord. Mais est-ce qu'on a aménagé les abords de nos voies jusqu'aujourd'hui? Ça n'a pas été fait. Qu'on se dise la vérité. Ça n'a pas été fait.
Maintenant, on dit maintenant qu'on veut casser les gens parce qu'on veut faire gare routière. Et gare routière, maintenant, cela s'appelle dégager les gens, vider les gens, même le dernier cas qu'on a connu à Togouin. Le souvenir encore là, vif. Les gens souffrent. Quelqu'un qui fait 40 ans, 45 ans en Europe, construit sa maison et qu'on doit venir dégager, et que ce qu'il doit gagner n'est pas proportionnel, il doit prendre n'est pas proportionnel à ce qu'il a investi. Imaginez, moi je veux que les autorités se mettent à la place des citoyens. Et je veux bien, j'ai lu un article d'un confrère de la presse qui donnait le témoignage d'un monsieur qui était assis devant sa maison, tout désespéré, un vieux retraité de 82 ou 83 ans. Imaginez, Mouriagua, que vous ayez construit votre maison. Il a parlé d'un enseignant. On sait comment les enseignants, on trime dans ce pays avec les motomécanes. Celui dont il parle, certainement, il est de cette génération qui traînait les motomécanes et qui fait économie sur lui-même, qui en arrive à acheter une parcelle à Cotonou et qui, aujourd'hui, au soir de sa vie, a peut-être quelques 2-3 chambres dedans qui lui permettent d'avoir le loyer. Il vit de ça, en dehors de l'aide de ses enfants. Et qui, du jour au lendemain, il espère que bon, demain, ce sera l'héritage pour ses enfants. Peut-être que s'ils n'étaient pas là, les enfants peuvent vendre cette maison chère, ça va payer leur revenu cher, ils vont vendre et distribuer, partager l'argent pour aller peut-être que chacun s'installer. Et qui, aujourd'hui, on lui dit, bon, on doit casser. Peut-être qu'entre-temps, il y a 2-3 enfants qui peut-être n'ont pas encore du boulot. Imaginez tout ça. L'état d'esprit. Peut-être qu'il a pris une nouvelle femme de 20 ans. Non, je ne veux même pas aller là-bas, parce que là, c'est possible. C'est quand on a l'argent et qu'on a les moyens, un peu de moyens, on a la tête. Non, c'est juste pour dire qu'il s'est... Oui. Il s'est pris des charges, il s'est rajouté des charges, et voilà un ça, problème qui vient le trouver. Je considère le cas de celui qui a la retraite, et a une retraite dorée. Ses enfants sont en Europe, ses enfants vivent bien, il veut se faire plaisir, sa femme n'est plus là tout le temps. Mais je parle de celui-là qui souffre et qui a connu vraiment la souffrance. Ce n'est pas évident de les voir prendre une seconde femme que des femmes comme ça. Donc, pour vous dire, toute la douleur que les gens peuvent ressentir dans cette zone. Quand je regarde un peu les situations que les gens vont traverser, imaginez, vous prenez l'argent là, parce que l'argent là, quand vous prenez là, il faut être vraiment concentré pour pouvoir le réinvestir. Non, mais sinon, mais il y a un monsieur qu'on a dédommagé dans Kassato ici, là, mais écoutez, il était à la retraite déjà. Il a construit sa maison, on l'a dédommagé. Il a quitté la location pour la maison. On l'a dédommagé. Le dédommagement n'était pas proportionnel à ce qu'il a gagné. Il est retourné en location. Imaginez ça. Imaginez cet état d'âme-là. Les AVC en téléchargement. Et beaucoup de personnes vont se retrouver... C'est AVC en téléchargement. Mais malheureusement, oui. Les AVC en beaucoup de personnes vont se retrouver malheureusement en location. Parce que l'argent serait là, ils sont en train de dire, bon, je n'ai pas encore trouvé passer la ZER. À Claville, c'est cher. Il faut que je trouve peut-être, bon, comme je suis d'abord... Est-ce qu'il faut aller s'installer sur la parcelle nue? Est-ce que il faut aussi construire, non? Est-ce que je ne dois pas aller peut-être aller carrément rentrer chez moi à Bomé ou bien à Glazoué? Et donc, le temps de réfléchir là... Ou bien à Saclo, où se trouve la gare routière. Voilà, Saclo. Merci pour la précision. Et donc, le temps de réfléchir comme ça... Monsieur Jonathan. Voilà. Le temps de réfléchir, c'est que ces femmes qui tombent malades, il faut aller à l'hôpital. Le temps de réfléchir, c'est les enfants qui tombent malades qu'il faut opérer. Le temps de réfléchir, c'est les problèmes. Le temps de réfléchir, c'est tamponnage de tension, de diabète. Et il investit dedans. C'est fini. Le monsieur se retrouve à zéro. Je pense que les autorités doivent davantage réfléchir et mettre l'humain au cœur des actions de développement. C'est très important. Marc Koudjanou, on va faire un petit exercice. Au départ, l'université d'Abomey-Calavi a déclaré le domaine des décrets d'utilité publique dans les années 70. Ce décret a été signé par le président Émile Derlin Zissou, feu président Émile Derlin Zissou, avec une superficie de plus de 500 hectares. On s'est vu le domaine, comment je vais dire, occupé jusqu'à 99 hectares aujourd'hui. Et c'est la superficie qui a été clôturée et qui revient maintenant à l'université. L'université d'Abomey-Calavi, au départ, allait jusqu'à la fin de la clôture de l'ITA et prenait une partie de Zobadja et tout ça. Si aujourd'hui, on devrait se lever et dire, bon, maintenant, on va restituer l'université dans ses droits en ce qui concerne ce domaine d'utilité publique. Est-ce que vous voyez un peu le schéma de ce qui va se passer? Oui, c'est ça. Ça va amener beaucoup de problèmes parce que vous savez, aujourd'hui, Cotonou
déjà très concentrée. Et à une époque, les gens ont commencé par revenir vers Calavi. Ce qui a fait que la plupart de ces zones qui étaient délaissées en temps ont commencé par être occupées, où les gens ont commencé par vendre. Mais n'oublions pas que tout ça se faisait avec la complicité, d'accord, au niveau des municipalités, au niveau des préfectures à l'époque. Et donc, il y avait cette mafia financière aujourd'hui qu'on déplore dans la commune de Calavi, par exemple, n'est pas née du jour au lendemain. C'est né déjà depuis fort longtemps, à travers cette ancienne génération-là, d'accord, qui avait cette facilité, par exemple, à attribuer les terres, peut-être aux uns et aux autres. Certains qui se réclamaient fils de Calavi et qui disaient que la plupart de ces zones-là leur appartenaient, ou bien il y a une grande partie qui leur appartenait. Et donc, on ne tenait plus compte du fait que ça soit une zone d'utilité publique et ils vendaient à l'époque. En complicité avec les autorités locales. C'est ça, j'ai dit au début, même en amont. J'ai dit les autorités locales étaient ce sont les premiers complices. Et donc, avec le temps, beaucoup de gens se sont installés jusqu'à ce que ce domaine-là s'est rétréci avec le temps. Jusqu'à ce qu'on ait... Mais si aujourd'hui, on va décider, par exemple, de reprendre toute cette zone qui a d'utilité publique, vous imaginez le désastre. C'est juste une caricature que je voulais qu'on fasse, quoi. Imaginez que le désastre que ça va créer. Et également, mis à part cette zone d'Abomey Calavi que vous évoquez, peut-être la zone de Ouiha aujourd'hui qu'on déclare d'utilité publique également, il y a beaucoup d'autres zones, par exemple, qui sont concernées. Il y a même des zones, par exemple, qui sont au niveau de la zone centrale, même de Cotonou, par exemple. Je vous assure, si on fait des enquêtes, des autorités, des rocades de ce pays ont même construit des villas là. Et ces zones-là, c'était des zones d'utilité publique. Et des autorités qui sont bien conscientes. Exactement. Mais on ne touchera jamais ces zones-là. Les espaces verts prévus dans le plan. Exactement, tout ça a été vendu. Les terrains de jeu. Comment on appelle ça même, les domaines publics dans les quartiers là qui doivent servir de marché. C'est pour les citoyens, c'est pour les citoyens qu'on voit. Les grandes autorités aussi occupent l'espace public et ils en font ce qu'ils veulent. Elles en font ce qu'ils veulent. Personne n'en parle. C'est pour les citoyens là qu'on voit et on veut les attaquer. En conclusion, quel message vous voudrez envoyer aux autorités? Écoutez, qu'ils mettent l'humain au cœur, au centre de l'action du développement. C'est très important. Parce que nous savons, on se connaît dans le pays quand même, non? On sait ce que chacun fait au quotidien, on sait ce que chacun fait dans la ville, on sait ce que chacun fait dans nos différentes localités. Si on doit, par exemple, vous parlez de l'université d'Abomey Calavi, mais écoutez, allez nous chercher tous ceux qui ont été chefs de la circonscription urbaine d'Abomey Calavi. On les connaît. Il y en a qui sont encore là, qui ont tout pouvoir. Allez les chercher. Pour qu'ils viennent dire. Chercher ceux qui sont dans leur tombe encore. Les actes qu'ils ont signés à l'époque. On doit aller chercher ceux qui sont dans leur tombe encore. Bon, ceux qui sont dans leur tombe, ils ont eu la chance. Mais ceux qui sont en vie encore et qui parfois veulent nous faire passer, veulent se faire passer pour les saints, les corrects. Quand on connaît aujourd'hui, on les connaît. On peut citer les noms s'ils veulent. Et le moment viendra où on va citer les noms. Il faut qu'on leur demande les actes qu'eux-mêmes ils ont signés à un moment donné pour céder les domaines publics. Je pense qu'au-delà de tout, que les gens comprennent que on veut développer, d'accord, on veut faire des actions, d'accord, mais qu'est-ce que nous faisons pour permettre pour faire en sorte que l'humain soit davantage considéré? Parce que cette affaire va créer plus de problèmes et après, c'est pour les familles, hein, les familles vont gérer. Ceux qui veulent faire leur projet, ils vont faire projet parce qu'ils vont dire qu'ils veulent, comment vous appelez, moderniser la ville de Cotonou. Je n'ai rien contre, mais réfléchissons autrement. D'accord. Réfléchissons autrement parce que il faut que l'humain soit au cœur de toutes les actions qu'on fait. Parce qu'en réalité, la gare routière, la circulation des biens et des personnes, on veut le faire pour qui? Pour la population. Oui. Et donc, il faut tenir compte également d'un certain nombre d'aspects qui touchent à leur réalité, à leur environnement social et pour voir également quel impact aura sur eux. Si ça a beaucoup, ça va donner beaucoup plus de séquelles. Alors, pourquoi y aller forcément? Il faut trouver une autre alternative. Une chose est sûre, il y aura forcément une autre solution et d'autres approches également pour pouvoir quand même rendre ce projet réalisable. C'est un projet important pour la ville de Cotonou, c'est très important, mais il faille quand même trouver en tout cas une issue qui soit moindre que celle de pouvoir démolir, voilà, moins douloureuse, démolir plus de 260 maisons et mettre beaucoup de familles dans la détresse et beaucoup d'AVC en téléchargement.
On va rapidement aborder le dernier sujet choisi donc pour l'analyse d'une affaire de harcèlement par biais électronique à une affaire criminelle. Ça se complique pour Philippe Rouléon, écrit aujourd'hui l'Informateur. Moi, je ne suis pas juriste, je n'ai pas une formation de juriste. Je ne sais pas comment, sur le plan juridique, les choses se passent, on requalifie les faits ou la cliente se déclare incompétente. Bon, moi, c'est des choses qui m'obligent à aller m'inscrire en droit et à mieux comprendre les choses parce qu'il n'est jamais tard d'apprendre. On ne sait jamais d'apprendre. Mais moi, je ne comprends pas. Est-ce qu'il faut s'offrir les services d'un juriste pour nous expliquer ce qui se passe et puis on part d'une affaire de harcèlement par biais électronique et on aboutit à une affaire criminelle. Le quotidien pense que ça se complique pour Rouléon. Est-ce que vous y comprenez quelque chose? Avez-vous fait le droit? Oui, il faut dire d'abord que normalement, en tant que sous d'autres cieux, avant d'être journaliste, je pense que la première des choses qu'on fait d'abord sont les cours de droit. Sous d'autres cieux. Oui, honnêtement parlant. C'est parce que sous nos cieux aujourd'hui, vous savez, avec quelles difficultés on a l'accès à la formation adéquate et tout ce qui va avec. Mais il faut reconnaître également que dans cette affaire, ça ne m'étonne pas beaucoup. Parce que lorsqu'on a commencé par parler d'harcèlement par voie électronique, parmi lors des audiences, par exemple, il y a beaucoup de faits qui sont revenus sur le fait de la détention, par exemple, de cartouches, d'accord, à son domicile. La possibilité de pouvoir s'allier avec d'autres personnes pour une tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. Et lui-même, dans cette déclaration, a dit qu'il y a des gens qui l'ont approché pour pouvoir essayer de pouvoir faire ci et ça. D'accord, mais qu'il n'a pas accepté. Et qu'il n'a pas accepté. Donc, du coup, je pense qu'en réalité, c'est lié. C'est lié dans la mesure où, par exemple, les sorties qu'il a eu à faire sont condamnées par le code sur le numérique dont on parle aujourd'hui, où c'est harcèlement par voie électronique, par exemple. Mais lorsqu'on va dans le fond et qu'on touche à certaines sensibilités, par exemple, du dossier lié aux munitions qu'il avait et qu'il a dit qu'il a ramené de l'extérieur peut-être et que ça ne sert pas forcément à tuer peut-être. Et donc, par rapport à l'affaire d'association avec d'autres personnes, à la proposition qu'on lui a faite de pouvoir s'associer pour atteindre à la sûreté de l'État dans une certaine mesure qu'il a refusé par exemple et qu'il était prêt même à pouvoir dire ceux qui l'ont approché. Je pense même qu'il a eu à le dire. C'est vrai qu'on n'a pas eu les noms via les médias. Et donc, ça pourrait tendre vers une affaire criminelle telle qu'on l'a dit, effectivement. Parce que est-ce qu'en l'état, l'enquête qui a été faite, lorsqu'il était en détention provisoire, était une enquête qui était orientée, l'instruction était orientée vers cette affaire de tentative, par exemple, dont il a parlé, par exemple, où on l'a sollicité, vers cette détention de munitions ou bien peut-être d'armes qu'on a peut-être retrouvées chez lui, si ce n'était pas orienté dans ce sens, par exemple, et que c'était orienté uniquement dans l'harcèlement par voie électronique, par exemple, ça veut dire que cet aspect n'avait pas été totalement pris en compte. Et pour que cet aspect soit totalement pris en compte, il faut qu'on réoriente alors, forcément, les enquêtes. Et pour pouvoir faire les enquêtes, je pense que c'est l'instruction qui s'en charge. Et donc, il va falloir quand même aller au-delà de ça. Mais bon, ça, c'est ma première lecture des choses. C'est ça. La deuxième lecture, c'est que lorsqu'on prend Philippe Rouléon, il a été une personnalité très importante dans la charnière, par exemple, de la sécurité nationale du pays. Et donc, il a beaucoup d'informations. Beaucoup d'informations. Même s'il n'est plus en service ou même s'il n'était plus en service. Il sait comment avoir beaucoup d'informations. Exactement. Et donc, ça veut dire que peut-être l'instruction voudra quand même aller percer, d'accord, des abcès, aller voir en profondeur, par exemple, est-ce qu'il n'a pas peut-être d'autres liens avec d'autres activistes, par exemple, ou peut-être cela pourrait donner lieu peut-être à des menaces ou bien à des actes peut-être criminels qui vont ressurgir de part et d'autre. Mais cela ne veut pas dire que lorsque ce dossier rentre en instruction, qu'il y a forcément quelque chose qu'on lui reproche. Non, pas forcément.
Ce sont des enquêtes. D'accord. Ce sont des enquêtes qui vont se mener. D'accord. Mais seulement, dommage, qu'est-ce que sa détention risque de se prolonger parce que lorsqu'on envoie un dossier en instruction, ça prend beaucoup de temps. Et ça dépend également de la disponibilité, d'accord, des agents de la police judiciaire que le juge a en sa possession pour pouvoir mieux instruire le dossier. Si à un moment donné, il dit ceux que j'ai à ma disposition, j'ai d'autres affaires qui sont en instance et ils sont sur ces dossiers et qui n'ont pas encore le temps de pouvoir mieux faire les enquêtes sur ce dossier, ça veut dire pendant tout ce temps, vous allez rester en détention provisoire. Pendant tout ce temps. Et ce ne serait qu'à l'aboutissement peut-être de l'enquête, de l'instruction peut-être, qu'on va commencer par vous appeler en audience et que ça va reprendre. Et donc, ça veut dire malheureusement, c'est parti encore pour quelques mois, peut-être ou quelques années pour lui. Malheureusement. Merci, monsieur le juriste. Pourquoi c'est vous? Non, bon... Vous savez, c'est la conclusion qui me fait espérer. Vous savez, faites tout, Mouriagua, pour ne pas vous retrouver en difficulté, soit à la BEF, soit devant le juge, soit dans une situation de justice. Parce qu'une fois que vous êtes là-bas, il y a la possibilité que d'autres dossiers ressortent pour que vous soyez coincés. Vous voyez un peu l'exemple de Richard Boni. Il est parti pour affaire de corruption, mais là, ça c'est envers blanchiment de capitaux. Et là, vous savez que là-bas, c'est 20 ans. Donc, imaginez un peu. Donc, pour vous dire quoi, le Philippe Oundéan s'est retrouvé dans cette situation et tout est possible. Tout est possible parce que la justice peut trouver des choses à lui reprocher. Aussi longtemps que vous respirez, là, que vous marchez, là, vous vous levez le matin, vous vous habillez, vous sortez, vous marchez, c'est que si vous, la justice, même les policiers nous le disent en blaguant parfois, devant le juge, là, c'est votre parole contre la mienne. C'est ça. Donc, on peut toujours vous dire que bon, c'est peut-être que votre phare était mal allumé, ou que peut-être que vous avez mal stationné, alors que peut-être vous n'avez pas fait ça, mais l'autre, c'est un agent public. Le ministère public reproche à Louis-Philippe Oundéan le fait qu'il ait remis en cause la Constitution révisée en 2019. Parce qu'il a dit publiquement, et s'il n'avait pas été arrêté que le 10 décembre 2024, il allait célébrer la Constitution de 90, qui vous souvenez, il l'a dit. Et donc, quelqu'un qui dit ça alors que la Constitution a été révisée en temps, en 2019, même si c'est nuitamment, c'est qu'il faut quand même comprendre que pour certains, ça ne serait pas de bon goût. Même si entre trans, c'était même une blague là, c'est une blague de mauvais goût pour certains. Parce que pour ces personnes, il n'y a plus question de parler de Constitution 90, il faut tenir compte de la Constitution révisée en 2019. C'est un premier fait. Wow. Ils estiment que dans cette déclaration, le ministère public estime que dans cette déclaration, il incitait les citoyens à la révolte. Et donc, quand on prend tout ça, on met tout ça dans la balance, c'est qu'il y a matière à dire. Et puis, Marc l'a rappelé, hein, même on oublie que c'est un... En réalité, dans cette condition, on oublie que vous êtes ancien général. D'ailleurs, même que vous êtes à la retraite d'office. Hein, et donc, en réalité, il y a cette chose qu'on ne doit plus retrouver chez vous. C'est vrai. Parce que vous n'êtes plus en mission, vous n'êtes plus en position d'aller en mission pour l'État. Si vous êtes en position d'aller en mission pour l'État, on peut retrouver chez vous ces choses. Mais dès lors qu'on retrouve ces choses, puisque entre-temps au début, que vous vous souvenez qu'on avait parlé de tenue militaire ou je ne sais quoi, vous trouvez dans sa maison, tout ça là. Tout ça aussi vous met en difficulté. Et malheureusement, c'est ce qui lui arrive. Et là où je pense qu'il y a une erreur supplémentaire de Louis-Philippe Oundéan, c'est quoi? Quand la Criette a fait son procès, le ministère public a requis 2 ans de prison. Oui. Mais au lendemain, on voit une lettre de Louis-Philippe Oundéan sur la place publique. Qui dit quoi? Mais vous n'avez pas vu la lettre? Il y a une lettre il y a son directeur de cabinet, je sais quoi là, qui a fait circuler une lettre, on dit que de sa détention, Louis-Philippe Oundéan envoie un message au peuple béninois. Au lendemain de la réquisition du ministère public. Écoutez, davantage, ça peut choquer les gens. Ça peut être comme un affront. Pour dire, mais on a une réquisition de 2 ans pour vous. On n'a même pas encore décidé, mais vous envoyez une lettre ouverte ou bien une lettre au peuple béninois, au point où certains médias en ont parlé. Peut-être qu'on n'a pas assez de temps. Si je peux vous lire, j'ai eu quand même ça sur certains médias. J'ai lu ça. On n'a plus assez de temps. Oui, mais écoutez,
Non, sinon on peut Sinon, faire, vous pouvez faire la recherche et vous lire quelques séquences de ce qui a été publié là. Si véritablement ce qui a été publié là vient de lui, je pense qu'il ne devrait pas le faire. Il fallait peut-être attendre la condamnation et après peut-être le faire. Maintenant, voilà que le ministère public le requis 2 ans. On attend juste le verdict. Et subitement, on dit non, que non, c'est plus la requête déclare incompétente. Il faut repartir, il faut renvoyer le dossier en instruction. Donc, on lui perdra tout le temps. Wow. Je pense que véritablement, chacun désormais doit faire très attention. Faisons attention, faisons attention et faisons attention. Faisons attention. Lorsque vous faites par exemple un harcèlement par voie électronique et que peut-être dans les propos ou dans ce que vous dites, par exemple, on sent des menaces, par exemple, on peut requalifier directement cela. Les faits. Oui, on peut requalifier directement les faits. Parce que si les menaces que vous faites vont porter atteinte, d'accord, à une vie humaine, ou à des préjudices du genre, c'est que forcément on peut requalifier les faits et vous envoyer le dossier en instruction pour que ça soit requalifié en affaire criminelle. C'est ça. Très bien. Merci à vous pour vos analyses.